la théorie du genre. Je n'ai pas de titre universitaire ou de compétences vraiment particulières pour vous parler avec autorité de la théorie du genre. C'est un sujet sensible. Aussi, vous voudrez bien pardonner d'avance les à peu près du propos. Mais j'ai abordé cette question parce qu'elle concerne l'école et sa mission d'enseigner. Et comme j'ai passé, comme disait Étienne, 25 ans dans un pensionnat de garçons en France, et maintenant encore mon ministère se poursuit à l'école Sainte-Famille à Lévis, j'ai pu voir combien l'enfant qui devient un homme a soif de vérité et d'authenticité. Encore vulnérable, il réclame une nourriture solide. Généreux, il se dévouera pour de belles et nobles causes, mais il fuira le relativisme général et la laideur. Parce que la théorie du genre sape l'ordre moral, fait perdre les repères, il m'a donc apparu important que comme prêtre chargé de mener des âmes à Dieu sur un chemin qui doit être balisé, et comme éducateur, de chercher à me renseigner, et voilà le fruit de mon travail. Alors, en introduction, avec la théorie du genre, vous êtes peut-être renseigné, vous avez peut-être eu des échos. On parle de révolution, de mouvement en marche, de transformation de fond en comble qui parviennent à leur terme. Et il faut, pour comprendre ce qui est en train de se passer, retracer le parcours des idées qui aboutit à la théorie du genre. Je fais commencer ce parcours avec les conceptions philosophiques douteuses de Jean-Jacques Rousseau sur l'état de nature et le rôle de la société dans la transformation de cette nature. Puis, il faudrait aborder le mouvement féministe d'après-guerre, placé sous le signe de l'émancipation à l'oppression, selon des critères marxistes de lecture. Enfin, parvenir à l'époque présente, qui veut se placer sous la règle de l'interchangeabilité, règle qui assure aux individus la pleine licence grâce à un déconditionnement total. Simone de Beauvoir dit, enregistrez cette phrase, « On ne naît pas femme, on le devient ». Cette phrase illustre bien la théorie du genre, dont nous allons donner sans plus tarder une définition. Qu'est-ce que le genre? La théorie du genre? Le genre, c'est une expression qui définit notre identité sexuelle comme une construction sociale. On est à la naissance avec un sexe, certes, mais, dit la théorie du genre, il est indifférent et ne constitue pas mon identité sexuelle. Jusqu'à présent, c'est la société seule, dit toujours la théorie du genre, qui conditionnait nos comportements et nous imposait notre identité féminine ou masculine. Avec la théorie du genre, donc, il n'y a aucune réalité dans la distinction entre féminin et masculin, mais que des a priori et des conventions sociales. Cette distinction par le sexe, donnée à la naissance, féminin-masculin, n'est le fruit donc que d'une construction sociale arbitraire et donc abusive, enracinée dans une culture, dans une histoire, dans des coutumes, un regard extérieur, des contraintes jugées irrationnelles.
On ne nie pas qu'il y ait aucune distinction entre le féminin et le masculin, on dit juste, on récuse le fait que cette distinction puisse se justifier par le sexe que nous avons reçu à la naissance. Mon identité m'appartient, dit la théorie du genre. Je suis maître de la déterminer, de la choisir, comme je veux. Je décide par moi-même d'avoir une identité féminine ou une identité masculine. Avec la théorie du genre, une fois choisi mon identité masculine ou féminine, il me reste encore à choisir de vivre ma féminité ou ma masculinité selon l'orientation de mon choix. Choix qui va se décliner presque à l'infini selon que je préfère les femmes ou les hommes, ou les deux, ou aucun des deux, ou plus que deux. La théorie du genre se présente donc comme le moyen d'en finir avec l'aliénation des individus dans ce qu'on a de plus intime, notre identité et notre identité sexuelle. Elle stigmatise l'oppression de la liberté dans notre choix de vie, la discrimination qui attente à l'égalité de toutes les tendances personnelles qui se valent, notre regard qu'il faut changer pour parvenir enfin à une société fraternelle et tolérante. Liberté, égalité, fraternité, c'est tout un programme. Pour parvenir à ces fins, la théorie du genre a une combinaison gagnante. Le sexe biologique, reçu à la naissance, est indépendant de l'identité sexuelle qui est la liberté de me définir comme homme ou comme femme selon ma préférence, elle-même indépendante de l'orientation sexuelle qui me laisse la liberté de la fantaisie de pratiquer selon mes attirances personnelles. Vous pouvez être né homme, vous choisir une identité féminine et avoir une vie homosexuelle, ce qui fait de vous une lesbienne. Quels sont les buts à atteindre? Qu'est-ce que se propose la théorie du genre? Les normes sociales sont appréciées ici comme des facteurs d'oppression et des moyens d'asservissement. Il faut donc les corriger. On trouve ici, curieusement, un langage et une logique marxiste que l'on pensait disparus. Parmi les conventions sont visées le mariage classique, la maternité, la famille, les structures traditionnelles, l'enfant lui-même, qui devient presque celui qui prend en otage la mère. La femme, selon cette pensée, sera ici comparée à un outil de productivité qu'il faut libérer des tâches ménagères et de la maternité. La théorie du genre affiche un but altruiste, la libération des individus, empêchés par l'oppression sociale et le regard des bien-pensants d'accéder à la liberté absolue dans leur libido. Mais plus qu'une construction sociale à remodeler, on comprend vite que c'est la nature elle-même qui, comme une résistance, est l'empêcheuse de tourner en rond, d'aller de l'avant. C'est elle donc qu'il faudra redéfinir, afin que le sexe n'ait pas plus d'importance que la couleur des cheveux. Si la nature ne détermine en rien mon identité sexuelle ne relève plus que de mon choix. Et la pratique sexuelle d'une liberté fondamentale à choisir un rôle déclinable et illimité, tout cela est simplement de mon ressort.
Voilà donc l'objectif, abattre la nature, plus exactement la déposséder du rôle qu'elle a d'assigner à chacun son identité. Là-dedans, après avoir vu la définition et les buts que poursuivent les tenants de la théorie du genre, arrêtons-nous, si vous le voulez bien, sur le rôle que va jouer l'école dans la propagation de cette théorie. Je ne sais pas quel est l'état des lieux au Québec. J'arrive de France depuis 6 mois à peu près. En France, l'enseignement est officialisé, les manuels sont déjà imprimés, et certes, on a les moyens de... Mais ne vous faites pas d'illusions, si vous êtes peut-être moins ici marqué que nous autres en France, la théorie du genre a des soutiens puissants et représente un enjeu majeur, je dirais, dans l'idéal qu'on se fait de la modernité. L'école. Que devient l'école dans tout ceci? L'école devient un laboratoire d'où devront sortir les nouvelles générations déconditionnées. Nous, adultes, nous avons été sacrifiés, puisque nous avons été au contact d'une société impure qui nous a imposé ces stéréotypes. Nous ne sommes donc plus modelables. Mais les enfants, au plus jeune âge, le sont et doivent être soustraits en quelque sorte à l'influence de ces stéréotypes. D'où l'enjeu que représente l'école pour les théoriciens du genre. Et cela nous pose un certain nombre de questions auxquelles il va bien falloir qu'on réponde. S'il faut, et s'il y a une nécessité de soustraire l'enfant à l'influence de la société qui le contraint à adopter des comportements stéréotypés, de reformuler l'éducation reçue en famille, qui l'aliène. Donc s'il y a urgence à soustraire l'enfant à la société et à la famille, à qui appartient l'enfant? À ses parents? Ou à l'État? À l'école? La laïcité, c'est ce qui protège l'enfant et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Donc la République doit leur offrir des lieux qui leur permettront ensuite de faire leur choix. C'est le cadre de l'école publique. Ce dont la France a besoin aujourd'hui, ce sont les paroles du député socialiste Laurence Rossignol, que vous venez d'entendre. L'enfant n'appartient pas à ses parents. Il faut reconditionner l'enfant. Deuxième question, à qui appartient l'enfant? Deuxième question, quel est le statut de l'école? Est-ce que c'est un lieu de transmission? Est-ce que c'est un lieu de la transmission d'un héritage, du savoir, de la connaissance? Ou est-ce que c'est un lieu de conditionnement, de déconstruction? Est-ce bien le rôle de l'école d'assurer le déconditionnement en soustrayant l'enfant à l'influence des soi-disant stéréotypes qui sont véhiculés par l'histoire, par la littérature, l'étude des civilisations anciennes, les sciences même? En France, le ministre Vincent Peillon a été extrêmement clair. Il estime que c'est le rôle de l'école de changer les regards, de nous permettre de parvenir à ce déconditionnement. Écoutez bien, l'école a un rôle fondamental à jouer, dit-il, puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. C'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qu'opère dans l'école et par l'école cette nouvelle Église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. L'école devient une maison de redressement des vivants et des morts, dit Alain Finkielkraut.
Quels enseignements? Quel programme choisir pour l'école? Quand on substitue à la formation du raisonnement et de la réflexion l'émotion, on perd la faculté de jugement. Or, la pensée de l'homme va au jugement. Et le jugement est discriminant. Alors, vous choisissez, vous faites la part des choses. Il est donc contre nature d'abaisser l'humain à déchoir de sa noblesse de créature pensante. Faudra-t-il écarter de la formation de l'enfant tout contact avec un monde classique où l'on trouve les stéréotypes à foison selon la théorie du genre, les héros de Racine, de Corneille, de toute la littérature, Roméo et Juliette. Il va falloir repenser tout ça et reconditionner tout ça. Roland, Cyrano, le Cid. L'enseignement, qui est déjà d'une indigence crasse, va se réduire comme peau de chagrin à des lieux communs vulgaires, des jugements sans profondeur, des choix non discriminants, une misère intellectuelle. Voici à titre d'exemple une liste d'ouvrages pour la formation des petits-enfants de France. Mon papa porte une robe. J'ai 2 papas. Maman porte une barbe. Mehdi met du rouge à lèvres. 3e question. De plus, si tout est interchangeable, si tout se vaut, toute différence doit donc disparaître. Et cela consomme aussi la disparition de la notion d'altérité. Cette notion est absolument cruciale, elle est au cœur de l'élan civilisateur. Être différent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'autre? Eh bien, l'autre, c'est celui que je ne peux pas être. Si, par la théorie du genre, vous pouvez être ce que vous voulez, eh bien, l'autre disparaît, se dilue, et les relations que vous avez avec les autres prennent un tout autre jour. La théorie du genre qui nous dit que l'on peut être qui on veut et ce qu'on veut nous abandonne à une profonde solitude, au narcissisme destructeur de soi. La vie devient un vaste et triste supermarché, tous les choix ont la même valeur, on nage en pleine équivalence. Dans ce monde-là, quelle place fait-on encore à la différence? Quelle est la place de l'autre? N'est-il pas réduit à n'être qu'un moyen, un ustensile qui me sert à me compléter moi-même, à me contempler moi-même? Ces questions ne sont-elles pas déterminantes et ne doivent-elles pas trouver leur réponse, au moins être posées? Je voudrais maintenant aborder avec vous la stratégie scolaire de la mise en œuvre de la théorie du genre et voir comment, de manière fort peu scientifique et sympathique, les manuels scolaires font la part belle à la théorie du genre. Le genre est enseigné à l'école, les manuels présentent la théorie non comme une hypothèse, une théorie, mais comme une certitude scientifique. Pourquoi cela? Eh bien parce que ce sont les manuels de biologie qui ont un chapitre sur le genre. Cette théorie se présente donc comme hautement scientifique. Ce n'est ni sous l'aspect d'une construction philosophique ou comme de la littérature qu'elle va se livrer aux élèves. Les manuels présentent les choses de cette manière. La complémentarité de l'homme et de la femme. Construction. Construction rétrograde de société, et non comme une donnée de la nature. Les livres scolaires qui présentent la théorie du genre ne le rappellent pas, et le fœtus est déjà un petit garçon ou une petite fille dès l'instant de sa conception. Même si cela ne se voit pas encore physiologiquement.
le fœtus est déjà en possession de toute la richesse génétique de son développement futur. Par contre, les théoriciens du genre, dans les manuels, insistent longuement sur la période au cours de laquelle le sexe de l'embryon n'est pas encore reconnaissable. Il est sans cesse question alors, dans leur dépliant, d'indifférenciation entre les sexes pendant les premières semaines de vie, et ce sans rappeler que l'embryon est déjà soit XX ou XY. La puberté est à peine étudiée dans les manuels, alors que c'est le moment où les corps des garçons et des filles deviennent effectivement ceux d'hommes et de femmes adultes par le développement naturel. Il ne s'agit pas là donc d'une vue de l'esprit. Les manuels scolaires du genre, quand ils parlent de la puberté, ne la définissent que comme le moment où les organes sexuels deviennent fonctionnels. Et donc, comme l'étape à partir de laquelle il est possible de vivre sa sexualité. C'est une réduction indigne d'une démarche scientifique. La mise en œuvre des fonctions des organes sexuels a une fin, elle conduit à la possibilité de la procréation. De plus, l'évolution et les changements de morphologie, de l'anatomie, de la physiologie à la puberté, toute cette évolution est réduite dans le chapitre du genre à sa plus simple expression. On n'envisage aucune finalité à ce développement. Les différences physiologiques entre hommes et femmes vont pourtant bien au-delà de la seule fonction de reproduction. Les hormones, par exemple, ont un impact considérable, non seulement sur le fonctionnement des organes sexuels, mais aussi sur l'ensemble du corps féminin et du corps masculin, ou encore du psychisme. Dans les manuels scolaires traitant de la théorie du genre, une large place est donnée aux anomalies sexuelles. D'ailleurs, au lieu de parler d'anomalie, terme habituellement employé en biologie pour nommer ce qui diffère de la normalité, le manuel scolaire utilise le terme d'originalité surprenante. Sans doute n'ose-t-il même plus employer le terme d'anomalie. En science, pourtant, il est nécessaire de nommer les choses. Mais on comprend que cela dérange, car parler d'anomalie, c'est implicitement reconnaître une norme, un ordre dans la nature. S'il n'y a plus de comportements normaux, alors oui, il n'y a pas plus de comportements anormaux. La normalité veut logiquement que l'on mette en harmonie le sexe donné à la naissance et le genre de la personne. On éduque la petite fille comme une personne qui deviendra plus tard une femme et une mère. On éduque le petit garçon comme une personne qui deviendra plus tard un homme et un père. Dans la théorie du genre, chaque dimension, le sexe biologique, l'identité et l'orientation sera présentée séparément, voire de manière opposée, comme si elles n'étaient pas intrinsèquement liées les unes aux autres. À côté de l'identité sexuelle, il existe un autre aspect personnel de la sexualité, c'est l'orientation sexuelle. C'est une phrase qu'on lit dans les manuels scolaires. À côté de l'identité sexuelle, hommes et femmes, il existe un autre aspect personnel de la sexualité, l'orientation sexuelle. Je voudrais maintenant aborder, je vous donne toute votre attention, je ne vous ai pas trop fatigué, mais il faut qu'on aille un petit peu creuser la philosophie. Parce que, comme le mal plonge ses racines dans une révolte très profonde, et qu'il cherche sa justification par le raisonnement, et qu'il essaie de se justifier en tirant des lettres de noblesse dans la philosophie, eh bien il faut aller chercher la bête jusque là où elle se cache, il faut tenter de la démasquer aussi dans ce domaine.
Pour ça, je voudrais aborder un peu plus avec vous la nature, ce concept de nature. Qu'est-ce que c'est que la nature? La nature, étymologiquement, vient du latin natura, natura, et il signifie ce qui existe depuis la naissance. Le terme de nature évoque donc ce qui est dans son état natif, c'est-à-dire qui n'a pas été modifié depuis sa naissance. Ce terme de nature décrit une permanence. Le mot naturel qualifie effectivement parfois un objet ou une substance qui n'a pas été transformé, mélangé ou altéré par un artifice quelconque. À ce titre-là, la chose est naturelle. Dans la Genèse, la nature est l'œuvre de Dieu, du Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La création se poursuit tout au long de 6 jours. Le 6e jour, Dieu crée l'homme et la femme. Et Dieu les bénit, et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dans ce récit fondateur de la civilisation, la nature est décrite comme donnée par Dieu, créateur. Créateur non seulement des éléments, mais aussi de l'identité de l'homme et de la femme. Leur complémentarité a un but, peupler la terre et la gouverner. Pour Aristote, l'homme est un animal politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que naturellement, il est sociable. C'est-à-dire que dans sa nature, il y a inscrit l'aspect social de l'homme. Ça veut dire qu'il n'existe pas un état de nature dans lequel l'homme vivrait sans cette dimension sociale. C'est-à-dire que, pour Aristote, il n'y a pas d'hommes. Il y a des Grecs, des hommes qui vivent dans la société grecque, il y a des Romains, il y a des membres d'une famille, il y a des tribus, il y a des villages, il y a une communauté, il y a un peuple, il y a une nation. L'homme n'existe pas, parce qu'il est naturellement sociable, indissociable de la société dans laquelle il vit. Et saint Thomas d'Aquin reprend cette conception aristotélicienne, l'homme est naturellement social. La société, ça n'est pas une construction humaine, elle est inscrite dans la nature de l'homme, pas seulement une construction humaine. Par contre, dans le discours sur l'originalité des inégalités parmi les hommes, Jean-Jacques Rousseau décrit un état de nature qui est un état qui précède la civilisation, qui précède la société. Avant que la société soit, l'homme existait dans un état de nature. Ici, l'homme, pour Jean-Jacques Rousseau, connaît une période de son existence où la dimension sociale est absente. Autant dire que l'homme n'est pas par nature un animal social puisqu'il peut exister dans cette période hors de toute société. Jean-Jacques Rousseau décrit cette période où l'homme est entièrement à sa nature, à l'état naturel, comme la période la plus heureuse de l'humanité. Avant l'apparition de la civilisation, de la société, l'homme, appelé bon sauvage, est autosuffisant, il cultive son bout de terre librement. Stupide, robuste et candide, l'homme naturel ne connaît ni le bien ni le mal, il vit au présent sans souci des lendemains. Mais un jour, raconte Rousseau, il se trouve quelqu'un, on se demande d'où vient ce quelqu'un d'ailleurs s'il n'y a pas de société, il se trouve quelqu'un pour affirmer son droit sur une terre cultivable. La propriété est née, et avec elle la déchéance de l'humanité. Écoutons-le. Jean-Jacques Rousseau. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez stupides pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile.
que de crimes, de guerre, de meurtre et de misère et d'horreur, n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût dit « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, que la terre n'est à personne. » C'est donc avec l'avènement de la propriété que se constitue la société civile, en volant à l'homme son innocence. Profondément pessimiste, Rousseau déclare « Je voudrais que tous sachent que l'homme est naturellement bon, mais que tous voient comment la société déprave et pervertit les hommes. » En fin de compte, Jacques Rousseau, ce qui est en propre à la nature de l'homme, ce qu'il faut attribuer à cette nature en propre, c'est un instinct de conservation qu'il appelle amour de soi et la pitié qui incite quant à elle, l'homme à avoir une répugnance naturelle, à voir périr ou souffrir tout être sensible et principalement nos semblables. Voilà ce qui définit, pour Jean-Jacques Rousseau, la bonté naturelle de l'homme. Ce en quoi se résume sa nature humaine, amour de soi et pitié. L'homme est-il un homme social? Non. Tout le reste, chez l'homme, sera du ressort de la construction sociale. La propriété, les biens nécessaires à la vie, les biens nécessaires à la vie commune en société, l'ordre, les biens nécessaires à la survie de la société, tout ça, c'est construction de la société, ce sont des lois positives que l'homme a établies de manière arbitraire, suivant les cultures, pour créer cette société de toutes pièces. On voit comment une telle philosophie est précieuse dans un argumentaire en faveur de la théorie du genre. Combien elle peut servir les aberrations de la théorie du genre et sa nécessité de déconstruction. La nature humaine y est réduite à presque rien, et chez l'homme, tout ce qu'il y a d'humain lui vient d'une construction de la société. On peut bien changer aujourd'hui ce qu'on a construit hier. N'est-il pas naturel que l'homme qui s'est lié par un contrat à la société puisse demander à renégocier ce contrat, à modifier ce contrat? Voilà l'exposé philosophique, mais nous n'avons pas fini avec la philosophie. Je voudrais amorcer une réponse à Jean-Jacques Rousseau et donner un argumentaire pour défendre l'homme naturellement social. Pour Jean-Jacques Rousseau, celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine. Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état, pour ainsi dire, de changer la nature humaine. Fort. Rousseau est convaincu que la société, c'est une création humaine. Il place très haut la loi et le législateur qui a réalisé le contrat social. Le législateur semble avoir même un pouvoir sur la nature. En fait, la société, les personnes, les propriétés existent antérieurement aux lois. Ce n'est pas parce qu'il y a des lois qu'il y a des propriétés, une société, mais c'est parce qu'il y a des propriétés, une société, qu'il y a des lois. L'opposition de ces deux systèmes est donc radicale. Dans le premier cas, le législateur, fondateur de la société, peut changer ses décrets, c'est lui qui les a promulgués. Dans le second cas, le législateur est au service de la nature. Il respecte la nature des choses. Il protège cette nature. Il n'est pas en son pouvoir de la modifier. C'est un serviteur. Parce que la nature est une donnée immuable. Il faut en apporter la preuve. Il faut démontrer que c'est la nature des choses qui est la raison d'être de l'existence de la loi, et non le contraire, comme le prétend Jean-Jacques Rousseau. Il faut démontrer que la constitution digne
de ce nom d'un État devrait déclarer qu'elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs à toutes les lois faites par les hommes. On appelle ces droits et ces devoirs la loi naturelle. Il faut convaincre que parmi ces droits et ces devoirs directement émanés de Dieu, créateur de la nature humaine, on trouve tous les biens qui relèvent directement de cette nature. Et que ces biens ne sont pas le fruit de dispositions de la loi humaine, mais qu'ils préexistent à ces décrets, et qu'ils sont, au contraire, la raison d'être de la loi. Et tirons, si vous voulez bien, cette preuve du lien que la propriété, que Jean-Jacques Rousseau considère comme une disposition légale ayant corrompu la nature. Tirons cette preuve du lien qu'il y a entre la propriété et la nature humaine. Ici, il faut entendre le mot propriété au sens large, pas seulement dans son sens restreint de propriété foncière, j'ai ma maison, j'ai mes biens, la limiter à la seule possession du sol, c'est trop peu. Il faut l'entendre comme l'entendait le philosophe Alain. Il y a dans le sentiment qui attache l'homme à la propriété, dit-il, autre chose que le plaisir d'avoir, c'est le plaisir de faire. Il s'agit donc d'une propriété que l'homme possède sur la valeur qu'il a créée par son travail. Dans ce sens, je dis que l'homme naît propriétaire. C'est donné par la nature. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien parce que l'homme naît avec des besoins dont la satisfaction est indispensable à sa survie. Et qu'il a à sa disposition des organes, des facultés dont l'exercice est essentiel au contentement de ses besoins. Séparer l'homme de ses facultés, c'est le faire mourir. La question n'est pas de savoir comment Dieu aurait dû faire l'homme, nous devons étudier l'homme tel qu'il est. Et l'homme a des besoins naturels dont la satisfaction est indispensable à sa survie. Alors il est facile de constater que l'homme ne peut vivre sans pourvoir à ses besoins, qu'il ne peut pourvoir à ses besoins sans travail, qu'il ne peut travailler que s'il est sûr de satisfaire aux besoins de sa nature par le fruit de son travail. Voilà pourquoi la propriété est d'institution divine et qu'elle est contenue dans la nature même de l'homme. Un chef, une mission, des moyens. Si vous avez un chef désigné et une mission que vous ne donnez pas les moyens, c'est incomplet. Le bon Dieu est un bon chef. Il a désigné, il a créé l'homme, il lui a donné les moyens naturels pour subvenir aux nécessités de sa nature. Donc c'est donc une donnée de la nature même de l'homme. Ce n'est pas une disposition légale de la société, une décision d'homme qui un jour dit ceci et demain cela. Quelque chose qui viendrait de la fantaisie d'un décret, ceci est à moi, arbitraire. La loi civile, par contre, dans sa raison d'être, a le devoir d'assurer la sûreté, la garantie et la protection de la propriété. Il est si vrai que la propriété est antérieure à la loi, qu'elle est reconnue même parmi les peuples primitifs qui n'ont pas de loi, ou du moins pas de loi écrite. Quand un sauvage a consacré son travail à se construire une hutte, personne ne lui en dispute la possession ou la propriété. Si c'est le cas, la tribu entière viendra indignée au secours du malheureux qui est injustement dépossédé du bien nécessaire à sa survie. C'est même cet abus de force qui va donner naissance à l'association, à la convention, à la loi. La société doit, dans un état de droit et de justice, mettre la force publique au service de la propriété et des autres biens de la nature, de la loi naturelle, propriété et biens de la nature qu'elle n'a pas institués et qu'elle doit défendre pour assurer notre survie. Donc c'est la loi, c'est la loi qui naît de la propriété. L'existence naturelle de la propriété implique que la loi la défende, et non la propriété qui naît
de la loi. On sait que, selon Rousseau, non seulement la propriété, mais la société tout entière est le résultat d'un contrat, d'une invention née dans la tête d'un législateur fondateur de la société. Dans le contrat social, Jean-Jacques Rousseau affirme sans détour « L'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit ne vient pas de la nature, dit-il. Il est donc fondé sur des conventions. » Robespierre était imbu des idées de Jean-Jacques Rousseau. Il définissait la propriété comme le droit de disposer de la portion de biens garantie par la loi. Je n'ai pas besoin de rappeler ici qu'à travers Rousseau, Robespierre, ces notions sur la propriété sont à la racine de toutes les écoles socialistes et communistes. Cette démonstration, qui prouve que la propriété relève du droit naturel et non de conventions susceptibles d'être abrogées, on peut la mener de la même manière pour démontrer que tous les biens qui sont constitutifs de notre nature ne sont pas des conventions sociales. La complémentarité de l'homme et de la femme, la famille qui réunit un père et une mère pour accueillir les enfants, tout ça est nécessaire et vital à notre survie. Loin d'être des constructions humaines, des conventions de société, des créations arbitraires, des stéréotypes que l'on pourrait modifier, modeler, transformer, ces biens sont si étroitement liés à la nature et à sa survie qu'on ne saurait s'en affranchir sans de graves conséquences. Si les comportements humains ne sont que des constructions de la loi, de la société, des coutumes, et n'ont pas plus de valeur que des stéréotypes, le législateur peut donc les modifier en maître, puisqu'il les aura lui-même élaborés jadis. Les expériences sont alors en nombre illimité, et chaque matin peut en faire éclore une nouvelle plus monstrueuse que celle de la veille. Je voudrais, pour terminer, m'arrêter sur ce qui est vrai dans la théorie du genre et ce qui est faux. Ne croyez pas que pour combattre quelque chose, il faut dire c'est faux. En général, une erreur, une fausse doctrine est vraie dans ce qu'elle affirme, mais elle est fausse dans ce qu'elle nie. Et c'est bien souvent prêter l'oreille, quand vous avez l'erreur devant vous, à ce qu'elle prétend être faux. Parce que c'est là où elle se trompe. Et quand elle vous dit des choses affirmatives, souvent elle dit des choses vraies qui sont comme de l'eau à apporter à son moulin. Qu'est-ce qui est vrai dans la théorie du genre? Eh bien, dans la théorie du genre, je dirais qu'une fois donné la nature, le talent, il faut le développer. Ça, c'est quand même l'affaire de la société, la famille, l'école, la société civile. Il faut se construire. Maîtriser ses passions, c'est tout d'avoir une nature, il faut apprendre à maîtriser ses passions. Il faut savoir encourager ses élans, surveiller ses faiblesses. Tout ça, ça s'apprend. Ce n'est pas donné par la nature. Vous savez, les enfants sauvages, c'est des petits monstres. Entrepreneurs, artistes, intellectuels, sportifs savent combien le fruit de leur travail a été rudement arraché aux tendances désordonnées de la nature. Par conséquent, si la nature nous détermine, elle nous laisse une part importante dans le développement de notre personnalité, de notre identité. Être un homme, on le devient. Être une femme, on le devient. Ça, c'est vrai. C'est le rôle, d'ailleurs, d'une saine éducation que de fortifier une nature, que de donner à cette nature les moyens de parvenir à sa fin. La liberté consiste à faire le choix du bien, à se mouvoir dans le bien, et on n'est pas libre pour choisir le mal. Agir contre l'ordre naturel, c'est aliéner sa liberté. Dans la phrase de Simone de Beauvoir, il faut dire que ce qui est vrai, c'est femme, eh bien on le devient. Homme, oui, on le devient. On se construit. L'homme, au contraire de Jean-Jacques Rousseau, qui dit que l'homme n'est bon et la société le corrompt, il faut dire que l'homme n'est mauvais et la société le rend bon.
le péché originel est un point incontournable. Alors, je vais faire un peu de théologie rapidement, mais la compréhension du péché original est capitale pour comprendre ces phénomènes-là. Et sa compréhension requiert un jugement exact. L'homme qui est entré en révolte contre son Créateur n'a pas conservé les privilèges de la nature que Dieu lui avait donnés. Il a été privé de la grâce surnaturelle, il voit sa nature comme s'effondrer sur elle-même, aveuglement de l'intelligence, faiblesse de la volonté, tyrannie des passions, viennent priver l'homme de la possession tranquille de sa nature. Dépouillé de sa richesse, la grâce, il ne transmet plus à sa descendance comme un père ruiné qu'un héritage qui est une nature blessée. Non détruite, non anéantie, mais blessée. C'est ainsi que l'homme naît mauvais, désormais, et que la société est là pour le rendre bon. La famille, qui va éduquer l'enfant, ses parents, l'exemple qu'il reçoit du bien, une bonne école, tout ça contribue à faire, et ce sont des sociétés, vraiment une belle civilisation, bon état, doit contribuer à l'édification de l'homme, de sa nature, et l'aider à redresser pour atteindre sa fin. C'est une société qui le rend bon. Si la société ne rend plus bon l'homme, c'est qu'elle est devenue mauvaise. Je parle ici bon dans le sens où l'excellence d'une société se mesure à sa plus ou moins grande capacité de permettre l'obtention du bien commun de l'humanité avec le bien particulier de l'individu. Qu'est-ce qui est bon encore dans toute cette théorie? Eh bien, il n'y a aucune société qui ne se rattache à une culture, c'est vrai. Toutes nos manières de sentir, de percevoir, s'imprègnent d'une tradition qui anime nos manières de vivre, de voir, de travailler. Loin d'être une aliénation, être héritier d'une grande civilisation, c'est un privilège qui nous fait participer à la richesse acquise et transmise pendant des siècles. Richesse qui me permet de savoir qui je suis et de me construire. Donc oui, nous sommes évidemment avec une grande part d'héritage et de culture, et ça c'est une partie en partie vraie, donc dans la théorie du genre. La formation, ils n'ont pas tout à fait tort, la formation n'est pas neutre, l'éducation n'est pas neutre. Il est vrai qu'il faut soustraire aux enfants aux mauvaises influences, aux mauvais exemples, à la perversion, qui vont souvent induire des comportements déviants. Impunément, on ne peut pas faire n'importe quoi avec une nature qui est dévoyée. Pour une éducation à la virilité et à la féminité, l'expérience de la mixité dans l'éducation est une catastrophe. C'est un mirage qui va priver le garçon d'être un garçon, une fille d'être une fille. Les personnalités se construisent dans le respect de l'autre, et il n'y a pas de respect de l'autre à attendre si on n'a pas appris à se respecter soi-même. La première condition pour se respecter soi-même, et la première condition pour se respecter soi-même, n'est-ce pas de se connaître soi-même? Qu'est-ce qui est faux dans la théorie? Eh bien, c'est la première partie de la phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme ». Mais si, on est femme. Ce qui est faux dans la théorie, c'est de dire qu'on est bon, que c'est la société qui le corrompt. Voilà arrivé à la conclusion de mon petit exposé. Nous ne sommes pas responsables de ce que nous héritons, mais de ce que nous en faisons. Nous ne sommes pas responsables de ce que nous héritons, mais de ce que nous en faisons. La théorie du genre nous conduit vers un totalitarisme, celui de l'homme nouveau qui renoue avec son vieux démon, le progrès. Ce qui est inquiétant, c'est que l'homme aura certainement bientôt les moyens d'intervenir sur sa propre nature, comme jamais. Clonage, manipulation sur le génome, et de s'affranchir des contraintes qu'impose la nature. Saura-t-il résister à cette tentation prométhéenne devant les avancées et les facilités et l'intérêt que présenteront toutes ces nouvelles technologies? Le recours à l'humanisme va devenir de plus en plus problématique, car l'homme va bientôt se trouver devant des pouvoirs toujours plus performants dont on use avec de moins en moins de recul et de repères. Vous
Ce n'est pas le recours à des comités d'éthique qui ne font que courir derrière les problèmes qui se lèvent que l'on pourra apporter des solutions. À la recherche de son innocence, un monde qui a perdu son identité est une proie facile, docile à manipuler, mais qui peut nous surprendre et se réveiller honteux d'avoir été conduit indignement et trompé par des fables sottes. Il y a quelque chose qui me surprend, personnellement, dans cette apparition du genre dans nos sociétés. Quelque chose qui me surprend dans cette ultime direction que prend la société avec cette théorie du genre, c'est qu'elle est absolument rétrograde. Elle constitue un retour au vieux mythe éculé du progrès qui nous porterait toujours, avec l'espoir d'une société sans classe et fraternelle, vers l'accomplissement inéluctable de la perfection, de la maîtrise, du mieux. Elle recommence à nous raconter l'histoire des lendemains qui chantent. Bientôt, société fraternelle, où le regard sera changé et il n'y aura plus ni discrimination, ni opposition. Lendemain qui chante. À l'heure où la nature que nous avons indignement pillée montre des signes alarmants de faiblesse, voire d'agonie. Est-ce que nous n'aurions rien compris du tout? Je croyais qu'on avait pris conscience de la vulnérabilité de la nature et de la nécessité de venir à son secours, de la préserver. Et là, toute honte bue, on la piétine, on la viole, on la réduit à néant. On la traite avec une suffisance et une arrogance qui pourrait donner à croire que l'écologie n'est finalement que de l'hypocrisie. Est-ce que finalement, on ne recherchait pas l'innocence, mais la bonne conscience? Perte de repères, violence faite aux lois de la nature, l'obscurité semble se répandre sur la terre et dans les esprits. Mais d'un autre côté, la résurrection n'a jamais été si proche que le jour où la pierre fut scellée sur le tombeau. Je vous remercie de votre attention. Vous avez encore un peu d'énergie pour poser quelques questions. Ça veut dire aussi que, parce qu'on entend souvent ça, je ne sais pas si l'erreur vient principalement de là, l'autorité criminelle, il faut s'affranchir des contraintes, c'est souvent ça qui est... Si la société est mauvaise, ça envoie l'homme à son libre arbitre, à son narcissisme. Donc, il fixe lui-même ses propres lois. Oui, et puis la société demande à être corrigée, c'est vrai, systématiquement. Il y a plus de anarchistes, ça fait toujours une évolution. La nature des choses est réduite à sa plus simple expression. Okay. C'est vrai que c'est frappant. Moi, j'ai été frappé de voir combien, en étudiant la question, eh bien, on met en exergue l'anormalité. C'est pas qui... Dans la nature, les choses anormales existent. Et c'est la meilleure preuve qu'il existe un ordre. C'est qu'il y a, on peut dire cette chose-là est anormale. Si vous ne pouvez plus dire que la chose est anormale, c'est qu'en fait, il n'y a rien de normal. Donc évidemment, ce n'est pas c'est discriminant, c'est difficile à entendre, mais c'est pas un jugement forcément de condamnation, mais il y a quand même des choses qui sont normales, des choses qui ne sont pas normales. Monsieur? En fait, j'ai beaucoup apprécié, félicitations pour Merci. La conférence. J'aimerais dire, j'imagine que vous allez être d'accord pour comprendre bien comme il faut. Vous avez parlé, évidemment, du libre choix qui vraiment fonde cette théorie-là, comme d'autres aussi. Le libre choix, vous avez parlé aussi d'un petit peu des tables de la loi, les nouvelles tables de la loi de 1792, en fait. Les fameux droits de l'homme de 1792, où est-ce que cette nouvelle société du libre choix de la liberté humaine est venue empiéter sur l'ancienne société des devoirs que l'homme. En fait,
En fait, l'être humain trouve sa vraie liberté en effectuant les 10 commandements, les devoirs qu'il a à faire envers Dieu et envers les hommes. Oui. Et c'est justement cette espèce de libre choix qu'on se rapporte tout le temps, qui nous rapporte aussi au péché originel, du fait que l'homme voudrait choisir par lui-même au lieu de laisser choisir Dieu, finalement. Alors, c'est ça, il me semble. Vous avez raison, c'est une révolte. C'est une révolte une révolte contre Dieu, à nouveau, comme un nouveau péché originel. Le péché originel, c'est une révolte contre Dieu. Et ici, c'est la révolte ultime, si vous voulez, qui nous permettrait de nous affranchir de ce que Dieu a créé, notre nature, parce que là, nous n'avons pas autre souci que de recevoir la nature qui est la nôtre, avec ses lois, avec sa loi naturelle. Et donc, effectivement, c'est un esprit de révolte, et c'est un esprit de révolte qui a conduit la Révolution française. C'est l'espérance d'une indépendance à l'égard de Dieu, à l'égard de sa loi, à l'égard disons, et c'est la raison, c'est pas aussi, comment dire, surprenant que ça, que la Révolution ait dédié un culte à la raison humaine, qui était tout en haut, qui on rendait un culte, puisqu'elle était maîtresse de vérité, et au sommet de la création, de cette manière. C'est vrai que c'est pas dur à battre, parce que si c'est lié, on est soumis à des créatures, je suis pas dur à battre. Si mon supérieur est un alcoolique, ou pas débile, là, mais je veux dire, pas dur à battre, plus stupide que moi, là, je suis obligé de me soumettre. Ben oui. Donc c'est une punition. Ouais. C'est bon, lourd. maintenant, le bon Dieu n'est ni alcoolique, ni tyran. Non, mais regardez Nous sommes heureux. Regardez dans Seigneur Jésus-Christ, il était Dieu et il s'est soumis à des créatures Tout à fait. inférieures. Tout à fait. Il y a un ordre des choses. Madame la théorie du genre vient principalement de la France, mais elle évolue dans le monde entier. Oui. Et les gens qui ont étudié en psychologie, les psychologues du début du siècle ont vraiment démontré la nécessité du père, de la mère, enfin, tous les rôles parentaux bien définis qui vont avec la nature. Et que pensent tous ces gens-là de la théorie du genre? Est-ce qu'il y a une réaction en France Oui, bien sûr, il y a une réaction en France. Évidemment, notre société est grandement malade. Il se trouve que la famille est, elle aussi, en grande difficulté. Et donc, on sent un sursaut un petit peu pathétique, hein, c'est vrai, presque coupable d'une certaine manière. Qu'avons-nous fait de la famille? Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qui est devenu que sont devenues nos familles? Et cependant, voilà, on ne peut pas laisser tout partir. Alors que, donc il y a quelque chose d'un peu pathétique et d'assez fort. Évidemment, en France, les mouvements ont été assez forts autour du mariage pour tous, autour de ces questions-là. Il y a des réactions, il y a même une journée de retrait des enfants à l'école qui est intervenue de manière qui a alarmé les pouvoirs publics. Mais il est certain que, je ne sais pas si la théorie vient vraiment de France, je pense qu'elle vient plutôt des États-Unis. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est se pencher à l'origine de cette théorie. Je n'ai pas voulu trop en parler, mais il semble qu'il y a vraiment des scientifiques vraiment douteux qui ont procédé avec de manière très peu scientifique, qui se sont livrés à des études de sciences humaines et de statistiques dans des milieux carcéraux, qui ont amené à modifier les données réelles sur la société. Donc où évidemment l'anomalie devenait là pratiquement la normalité. Donc transposer ça à la société, c'est un peu brutal quand même. Et puis je crois qu'au Canada aussi, il y a une famille qui était dans une situation un petit peu de détresse où un enfant avait été, après une opération de circoncision, avait été presque rendu impuissant. Et donc les parents ont cherché à avoir le secours de médecin pour essayer de réparer la chose. Et puis se sont adressés à un médecin américain
qui était adepte de cette théorie et qui avait une opportunité très grande de pouvoir arriver à ses fins en démontrant que cet enfant pouvait être éduqué comme une femme. Donc il n'allait pas réparer l'enfant, mais il allait, disons, au contraire, achever les suppressions de ses organes, et puis il serait éduqué comme une fille, et l'expérience est d'autant plus intéressante que ce frère avait un jumeau, cet enfant avait un jumeau, qui lui était donc un garçon aussi. Et donc on allait pouvoir, les élevant ensemble, avec les mêmes vous voyez, avec la même méthode d'éducation, faire la démonstration que, eh bien, on peut élever une petite fille ou un petit garçon, c'est indifférent, il suffit de laisser, disons, d'imprimer dans l'éducation. Donc ça a été un véritable drame, parce que ce garçon a grandi dans l'ignorance, le mensonge, la torture, et il a mis fin à ses jours de manière dramatique. Les gens qui changent là, comme ça, tout péché contre la nature, c'est un suicide automatique. Ils donnent des hormones. Je ne sais pas si c'est aussi systématique. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à un niveau social? Parce que quand on regarde tout ça, on se dit finalement, ça finira peut-être un jour par ne plus être toléré dans les écoles de ne pas adhérer à cette théorie, parce qu'on si on regarde un peu ce qu'ils ont fait avec le cours d'éthique et culture religieuse, on voit qu'ils exercent une pression sur les écoles pour les forcer à enseigner ces théories. Enfin, est-ce qu'on doit simplement se retirer au sein de la famille et puis résister comme à un niveau personnel, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses? On voit en France, ils ont fait des manifestations, etc., mais est-ce que ça mène à quelque chose? Je pense qu'il faut être vigilant, en tout cas. Il faut pas... je pense que il y aurait une non-assistance à personne en danger si on laissait les parents aux mains de ces enseignants qui prétendront enseigner la théorie du genre aux enfants. Et beaucoup, je pense, même s'ils ne nous rejoignent pas forcément sur tous les fondements philosophiques de la théorie du genre que j'ai développée ce soir, en tout cas, nous se retrouverons dans cette nécessité d'apporter une éducation de qualité aux enfants et puis de leur permettre de devenir ce qu'ils sont, et non pas de devenir ce qu'ils veulent. Je serais surtout au niveau de l'information, faire connaître... Moi je pense que déjà la vigilance, je ne sais même pas si il y a des informations qui peuvent remonter, je ne sais pas, votre mouvement Étienne, là, sur l'état des lieux ici au Québec. Qu'est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se pratique? Est-ce que c'est... C'est plus ou moins déjà enseigné. Comme moi, je me souviens déjà au cégep, je l'avais vu en anthropologie. Là. Bon, on s'était mêlé sur avec la cabale, comment c'est enseigné. Oui, la cabale. Comme ça, bon, ça reste qu'à présent, mais le temps qu'on ouais, donc c'est ça. Bon, en ce moment, ça dépend beaucoup des professeurs, je crois. Les professeurs ont quand même assez... le champ d'action quand même assez large à ce moment-là. Mais c'est sûr que, bon, déjà, on a vu le mois dernier, je crois, l'autre mois avant, en Ontario, la première ministre l'a imposé dans les écoles. Oui. Donc, en Ontario, bon, c'est pas juste le Québec qui a beaucoup changé, que la Révolution tranquille, disons, il y a l'Ontario aussi depuis le temps, c'est beaucoup moins orangé, c'est tout ce qu'on veut, là, et bon, fait que finalement, c'était fait en Ontario, pourquoi ça ne passe pas au Québec? Le Québec est quand même la place la plus de gauche dans toute la province, c'est la plus révolutionnaire de tout ce qu'on veut, donc... Connaissez-vous un peu la théologie de... Oui. Pardon? Oui, je vous en prie, monsieur. C'est une petite remarque. D'abord, bravo, merci pour cette petite intervention. Deuxièmement, il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre discours, c'est le fait que dans les livres de biologie en français, ils mettaient tant d'emphase sur le sexe des embryons. Oui. Quand, pour eux, c'est rien, un embryon, c'est... Oui, c'est exact, pour eux, c'est rien. Mais dans l'évolution et la formation de l'embryon, il y a une période, effectivement, où la transformation des organes apparaissent, etc. Donc il y a une période où on ne peut pas dire, disait un enfant, sinon que c'est inscrit en lui. Dans son... Qui en profite. Voilà. Donc ils appellent au secours l'embryon qu'ils vont persécuter. Oui, mais la porte à la barre des témoins, là, il existe. Oui, vous avez raison. C'est quand même possible, parce que là, à l'Université Laval, ils ont fait une nouvelle chaire de recherche sur l'alimentation. L'alimentation qui
conditionne. conditionne Bien sûr. déjà la nature. C'est quand même pas normal. Des enfants de 3 ans qui sont diabétiques, à moins que la mère mange une boîte de crème glacée la nuit, là. Mais ça, c'est un autre discours. Oui. Monsieur? Monsieur l'abbé, où loge la communauté scientifique dans cette affaire-là? Parce que là, il semble y avoir une influence. Là, Parce que vous avez raison, ce que j'en ai vu auprès de personnalités, j'ai surtout vu des philosophes qui sont intervenus, et des gens qui sont un peu de tous bords, qui n'ont pas caché leur colère, hein, et ridiculiser cette théorie pour le peu de cas qu'elle apporte à la notion de nature. Alors, je pensais que la nature était une notion philosophique qui avait beaucoup plus souffert dans les élucubrations diverses de philosophie. Mais en fait, non, on a des philosophes qui rejettent cette théorie comme comment dire, non scientifique et non valable, parce que, enfin, il y a une nature quand même, voilà. Parce qu'en France, les gens qui ont manifesté, qui ont été très nombreux, oui. On dirait que c'est monsieur et madame tout le monde. Oui. Mais est-ce qu'il y avait des gens d'autorité là-dedans, des autorités de quelque manière, scientifiques, philosophiques ou... C'est vrai que le monde scientifique n'a pas, je ne crois pas, et c'est pas manifesté forcément dans une unanimité. La faculté s'est pas prononcée. Je n'ai pas l'impression. Mais bon, peut-être que là, on est dans le mystère de ce qui est révélé aux petits et aux faibles et qui est caché aux savants. Est-ce que les tenants de la théorie du genre s'appuient beaucoup sur la baisse, prennent leur force, disons aussi, prennent pas leur force aussi un peu dans la théorie de l'évolution, qui aurait déjà détruit un peu la nature? Alors, c'est vrai que la théorie de l'évolution, qui rend ces natures interpénétrables, et puis vous sortez d'une nature humaine, d'une nature, je sais pas moi, d'un crustacé, ou là, là, on se demande à quoi se réduit la nature. Dès que la nature, disons, elle-même est susceptible de modifications aussi substantielles que la perte de sa nature, je veux dire, que vaut encore la réalité de la nature. Alors si, je veux dire, s'il n'y a plus de nature, bah, écoutez, à ce moment-là, moi, ce qui me surprend le plus, c'est s'il n'y a plus de nature, je ne comprends pas tout le discours écologique. Vous voyez, il y a quand même des forces, il me semble, qu'il faudrait essayer de redétourner. C'est que, aujourd'hui, le discours écologique est quand même très puissant. Enfin, tout le monde trie ses déchets, sauver la planète, on ne jetterait pas un sac plastique dans la mer pour pas qu'une tortue marine se fasse étouffer. Le discours écologique, c'est pour une... Ouais, peut-être, mais ça porte. Les gens sont réceptifs, on les met scrupuleux, je veux dire, vous mettez une canette de bière dans un mauvais conteneur, vous dites, oh là, j'ai péché. Mais, bon, donc cette nature, la terre, notre mère nourricière, etc., cette nature-là, alors évidemment, c'est pas la nature au sens philosophique, mais quand même, c'est quand même, on sent sa fragilité, on sent la nécessité de la préserver, et puis on a cette théorie du genre qui arrive, puis là, qui nous dit, mais la nature, ça peut se violer, il n'y a rien de naturel. Monsieur? Penseriez-vous aussi que la théorie des genres, on la préconise aussi pour affaiblir d'un côté la société, pour qu'elle soit mieux contrôlable, pour que les femmes soient plus ou moins des hommes, les hommes plus ou moins des femmes, la société est androgyne, donc éventuellement la société serait affaiblie, donc plus facilement contrôlable? Vous avez tout à fait raison, il me semble l'avoir un petit peu évoqué, vous avez tout à fait raison. Je pense que la perte d'identité totale et le narcissisme qu'implique cette théorie du genre est certainement un facteur important, disons, dans la malléabilité de la société, des hommes, et les rend très vulnérables. Je pense aussi que, comme but avoué, il y a certainement donc, cette maîtrise des populations, certainement, et puis il y a aussi une volonté, notamment politique, si vous voulez, d'aller jusqu'au bout du discours liberté, égalité, fraternité, et de trouver inadmissible aujourd'hui que le mot anormal, vous voyez, même le mot les races, par exemple, on ne peut plus discriminer les gens, et donc toute différence devient haïssable d'une certaine manière. Et je pense qu'on ne peut plus, bientôt on ne pourra effectivement pas différencier les choses. Oui. Donc ça, et surtout, je dirais, le côté du regard, c'est très important, ils insistent beaucoup les politiques sur le côté, il faut changer notre regard
l'accueil. On n'est pas là pour brûler, enfin les autres tout à fait, ou bûcher, ou condamner le pécheur, mais, ou celui qui est en difficulté, puis qui est perdu. Mais de là à, comment dire, à dire que notre société ne serait pas fraternelle, en tout cas je vois pas, je n'irai pas chercher la fraternité dans le mensonge ou dans la terrible réduction que l'on fait de la nature humaine à un homme qui ne se contrôle plus, à une femme qui ne sait plus ce qu'elle est. Puis, je ne vois pas l'aspect fraternel, je vois plutôt une non-assistance à personne en danger. Une petite question parce qu'on voit, on voit dans l'importance des derniers siècles la montée de la science, l'importance de la science, l'infaillibilité de la science. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit, on a eu toutes les découvertes génétiques dans les années 50, 60, 70, donc on est capable de décrypter un chromosome, donc on voit que toute la nature d'un être est déjà dans ses chromosomes, dans sa génétique. Et puis on est capable de sortir des théories comme ça, tout en appuyant le primat de la science. Comment ils font pour se contredire comme ça? Ce grand écart. Voilà, on a vu la science, en même temps on l'a détruit d'une manière complètement arbitraire, qui est totalement anticentriste. C'est parce qu'il y a Dieu. Comment? On fait le primat de la science pour nier Dieu, ça va pas. Ce grand écart, il est je veux dire, vous savez, avec le mensonge, c'est à la fois redoutable parce que je pense qu'on peut trouver des arguments qui vont le mettre à bas, et à la fois c'est très souple. Hein. Et on revient sur soi, et l'incohérence, le mensonge a adopté l'incohérence, le mensonge adopte la contre-vérité, la vérité pour servir à autre chose qu'à éclairer. Enfin, c'est complexe le mensonge, c'est un vaste monde où le grand écart est, je pense, monnaie courante. Voilà, moi je dirais ça. Vous avez parlé beaucoup de la relation de l'individu à la société, puis il y a des questions aussi qui parlaient de l'intention de détruire la société. C'est une question qui est un petit peu difficile à répondre, mais est-ce qu'on détruit d'abord la société ou l'individu Vous avez raison, quand on détruit la nature humaine, d'après ce que j'en dis, il est certain que la société en contre-coup va se sentir mal. Parce que la société, c'est quand même une société d'individus, et puis c'est une société aussi qui a des lois, un corpus, si vous voulez, qui est là pour comment dire, assurer les besoins vitaux. Enfin, on a l'impression qu'ils ont commencé par s'attaquer à la société, puis finalement à la nature. Alors ça, je ne sais pas trop répondre à cette question. Est-ce que c'est politique d'abord? Est-ce que c'est... On peut le penser, il faudrait que soigner la société, on soignerait l'homme, ou bien est-ce qu'il faut soigner les hommes pour qu'ils fassent une bonne société? C'est difficile. C'est quoi l'intérêt, le but premier derrière le fait de promouvoir la théorie du genre? Je pense que, ça revient un peu à la question tout à l'heure, c'est-à-dire je pense que disons, officiellement, la volonté d'une société plus fraternelle, où nul n'est stigmatisé et l'accueil. Donc, évidemment, ce qui est stigmatisant, c'est quand c'est l'anormalité. Donc, il faut, de cette manière, faire disparaître l'anormal. Je pense que c'est... Et à la fois, ça sert une politique, si vous voulez, très ouverte sur l'intégration, sur l'accueil, avec un nouveau langage presque religieux. Vous avez entendu le ministre des Éducations, c'est un grand prêtre, lui. Hein. Il vous parle de transsubstantiation, il vous parle de changer la nature. C'est effroyable, quoi. Donc je pense que le but premier est d'arriver quand même au bout d'une logique où la liberté sera totale, l'égalité réalisée et la fraternité réelle, oui, je pense. Alors, vous pensez vraiment que ceux qui viennent parler de la théorie du genre comme de l'existence qui serait remplie de bonnes intentions? Ah, vous avez raison. Non, vous avez raison. Il y a certainement de ce côté-là, je n'y étais pas, mais là je vous parlais plutôt sur un plan politique, mais même sur le plan politique, il y a certainement des intentions inavouées derrière. Et je pense que, enfin là je ne peux pas m'enfoncer sur un terrain que je ne maîtrise peut-être pas assez, mais
Je pense qu'il y a des intérêts, oui, des intérêts, je dirais, pédophiles, des choses comme ça, qui derrière peuvent très bien s'exprimer. Ah oui, bien sûr. C'est quand même, les proies sont vulnérables, les prédateurs sont là derrière, ça c'est certain. Oui. J'avais une question parce que justement, vous parlez de pédophilie, mais parce que si on dit qu'on est fraternel avec tout le monde, qu'on accepte tout, est où la limite à passer? Qu'est-ce que du bon sens, qu'est-ce qu'il n'y en a pas? T'sais, comment les gens qui parlent à la théorie du genre s'imaginent la société, mettons, dans 50 ans, parce que rendu là, est-ce qu'on pourrait accepter la zoophilie comme quelque chose de normal, la pédophilie? Avec la théorie du genre, oui, puisque ça fait partie, donc vous avez votre sexe est donné à la nature, à la naissance, vous avez votre identité, puis après vous avez votre orientation. C'est une orientation possible. Vous pouvez être, après avoir choisi votre identité, vous pouvez vous orienter vers les parcs zoologiques, si vous voulez. Oui. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu conscience de comment ça avait été reçu comme message, donc peut-être des enfants, des jeunes, ceux qui l'avaient reçu pour la première fois? Oh, j'ai l'impression que les jeunes enfants sont assez, comment dire, ils sont pas forcément très perturbés, j'ai l'impression. Bon, voilà, on parle des écoles maternelles, le petit garçon, on lui retire son camion de pompier, puis on lui donne une poupée. Bon, le petit garçon, je suis pas sûr que ça le traumatise plus que ça, mais enfin, c'est pas non plus. Mais c'est ridicule. Puis il y a la ministre, le ministre là, qui assiste à la chose. J'ai l'impression que de ce côté-là, c'est un peu foireux. Il faudrait un petit peu plus pour que la nature soit... On voit des cas où... Je dis, alors, soit ça peut tourner les espoirs, mais on voit des cas où si les enfants sont soumis à des pressions extrêmes, et puis on pourrait s'attendre à se dire, ben voilà, on va broyer la nature, puis la nature, au contraire, se rebelle, et puis elle fait preuve d'une force, une vitalité heureuse. Ça, donc, faut pas... Il est certain que le poids de la société entraîne beaucoup les chutes d'un grand nombre, et que la responsabilité du corps social, lorsqu'il adopte ce genre de pratiques et de théories, elle est grande. Parce que beaucoup vont en souffrir, mais il y a certains qui réussiront à sortir du lot. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il faut pas forcément être pessimiste non plus. Au contraire, ça va peut-être, ils en font tellement que ça va peut-être un peu secouer les gens, j'espère. Vous avez parlé aussi, il y a une loi en fait là, qui paraît au niveau des nations, c'est de la loi justement qui accompagne un petit peu la théorie du genre, que bientôt les enfants n'appartiendraient plus aux parents mais à l'État justement. Oui, il est certain que c'est une vieille rengaine, hein, c'est un vieux désir. La Révolution française, les méthodes, soustraire à la famille l'enfant pour lui donner l'éducation, vous voyez, les méthodes marxistes d'éducation. Pour la pervertir, tout simplement. Exactement, oui, pour en faire soit de bons combattants, soit de bons doctrinaires, des défenseurs dévoués. Bon. C'est vrai que l'effondrement de ce bloc soviétique, là, est quand même impressionnant. Quoi. On pourrait penser que tout avait été verrouillé, ben non, tout s'est écroulé. Bon. Par contre, quand on a des problèmes avec les enfants, on va voir le parent. Oui, ça c'est vrai. On accuse ou on va voir le parent. On va faire un chèque. Très bien. Merci. Oui, je t'en prie, monsieur. Merci pour votre exposé. C'est gentil. Très intéressant. La théorie du genre, ça a été élaboré en grande partie en 1995, ça a donné Saint-Louis de Pékin. Et puis le but visé, en partie, était aussi pour, de cette façon-là, soumettre les familles en une contrainte par l'État. Et de ce fait-là, commencer à faire exploser la famille. Et moi, je crois que la théorie du genre, le but de ça, c'est de vraiment soustraire aux parents le contrôle des enfants par l'État. Parce qu'à ce moment-là, ben, on fait exploser la famille. Puis s'il n'y a plus de famille, ben, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de force. À partir de là, ben, on est divisé. Et puis l'État a le contrôle sur tous les individus. Alors vous avez tout à fait raison, je pense.
Je mettrai peut-être non pas un bémol, mais je vais porter une petite remarque, c'est, je pense que malheureusement la famille est dans un état tel que on n'assiste pas, si vous voulez, à une joute contre une institution qui est solide. Hein. Elle est extrêmement fragilisée. Alors, je pense plutôt que c'est comme un coup un coup de grâce que l'on va lui donner, hein, plus que la mettre par terre. Disons, il y a un certain nombre de lois qui sont passées depuis longtemps qui ont assuré sa destruction. Mais là, effectivement, il reste plus rien. Même avant la Deuxième Guerre mondiale, le paysan qui était le père de famille, la fille qui allait travailler en manufacture gagnait plus cher que son père. Ça créait un rôle. Ben, peut-être qu'elle aidait sa famille, elle n'avait peut-être même pas au cinéma non plus, là, mais... C'est vrai que ce qu'on a fait avec notre liberté, avec nos principes de notre société, de ce qui nous était cher, de la nature elle-même et de nos familles, on peut avoir un peu d'amertume et puis se dire, est-ce qu'on n'a pas loupé le coche? Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on était... voilà, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de route, quoi, finalement, pour en arriver là? Ça, c'est une question légitime. D'ailleurs, on peut dire, est-ce que dans l'histoire, on n'a pas loupé quelques tournants, quand même? Quand on voit que vous parlez des familles éclatées, on en voit beaucoup de femmes qui sont toutes seules pour élever leurs enfants. Ces pères-là, où sont-ils? Pourquoi ils ne sont plus là? C'est pas juste une question que c'est la femme le problème. Là. Ah oui, bien sûr. Où sont-ils, ces hommes-là? Là? Je pense que remarque là-dessus, c'est justement, je me posais des questions par rapport au rôle que le féminisme a eu justement dans... Oui. J'ai évoqué la chose, je ne l'ai pas apporté, oui, tout à fait. Puis les lobbies LGBT, tout, je pense que c'est comme une féminisation de masse aussi. Oui. Qui se passe automatiquement, donc les hommes n'ont peut-être plus leur place. Les hommes sont plus valorisés en tant que pères. Automatiquement, ils décident de quitter le bateau pour aller des petits plaisirs peut-être plus éphémères, des petites choses. La procuration masculine, justement, un peu du... aller jouer aux machines. C'est stéréotypé, mais encore une fois, c'est la réalité, je pense. Oui. Ces hommes-là, je pense qu'ils sont là. Je pense qu'ils ont été tellement féminisés, justement, par la montée de ces lobbies-là. Oui. À la fin des années 60, 70, avec la libération sexuelle. Automatiquement... Ou bien ils ne l'étaient pas, puis ils ont décidé de larguer le bateau parce qu'ils se voyaient qu'il était... Bon, maintenant, vous avez raison, certainement, un homme qui n'a pas le soutien de sa femme vit certainement un grand calvaire. Maintenant, je pense que le chef de famille qui quitte le bateau, c'est un peu comme le capitaine du Concordia. Vous savez, subito remonte dans la navire. Parce que Robert d'Anjou disait, un célèbre jésuite, il disait... québécois, il disait la révolution de la femme est venue à cause de l'homme. C'est sa punition d'avoir abusé sur un paquet de choses vis-à-vis de sa femme. Là, je voulais en rentrer dans un débat. Mais alors, c'est de chercher la complémentarité. Mais voilà. Si l'homme a pris la femme pour un objet de luxe, mais il est certain que et la féminité et la virilité sont à mal, parce que finalement c'est ça. Aujourd'hui on voudrait choisir sa virilité, mais qu'est-ce que vous voulez choisir comme virilité? C'est quoi votre virilité? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est la virilité? Ils sont où les modèles? Vous trouvez des modèles? On peut choisir la féminité, mais c'est quoi la féminité? On a peut-être des créneaux horaires? Bon, non, mais s'il y a encore deux, trois petites questions. Oui. Monsieur? Moi, c'est une grande question, là, une grande pratique. Est-ce que tout est perdu? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Et si oui, que doit-on faire à part être vigilant? Attendez-moi que je prenne la décision. Il me semble que la vigilance, c'est pas suffisant. Là. Je ne voudrais pas vous décevoir, vous donner le... Écoutez, moi je suis prêtre. Ça ne me dédouane pas de mes responsabilités. Mais j'ai d'autres responsabilités que faire de l'activisme politique. Par contre, apporter les secours de la religion, et comme on a fait dans des croisades, pour absoudre les péchés et donner aux combattants la force de la vérité,
Ça, je peux faire ma part de boulot si vous voulez. Mais après, c'est vous. Hein. Bon, d'accord. Au boulot! Au boulot. Mais, je veux dire, on n'est plus dans la politique. Là. Depuis la Révolution française, on n'est plus dans la politique. Je pense qu'il faut que les gens soient informés. Puis on est dans le combat de cette société anti-Dieu qui est né. Oui. Ce cancer qui s'est répandu à travers la planète depuis la Révolution française. Okay? Puis il y a pas, c'est pas la faute des hommes, c'est pas la faute des femmes. Le problème, c'est les fameuses libertés humaines, okay, qui ont empiété sur le devoir de l'être humain envers les autres humains et envers Dieu. Oui. Vous avez tout à fait raison. Et de ce côté-là, monsieur, disons, ce qu'il faut faire, pour ma part, puisque je suis prêtre, donc je vous dirais, ne cherchez pas l'honnêteté si vous n'avez pas d'honnêteté à l'égard de Dieu. Parce que vous cherchez à défendre la vérité, l'honnêteté, mais vous ne pouvez pas vous dire « je suis un homme honnête » si je n'ai pas rendu à Dieu ce que je lui dois. Donc c'est la première chose. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. De dire, voilà, j'ai des devoirs envers Dieu, je lui rends mes devoirs, j'accomplis mes devoirs envers Dieu, et après, vous verrez que les devoirs à accomplir à l'égard des hommes, avec ne perdez pas cette flamme, au contraire, le travail reste entier et à faire, mais vous allez avoir une force et vous allez pouvoir soulever des montagnes. Et voilà, ça c'est mon côté un peu sacerdotal. J'en profite, on m'a donné la parole. Mais... Et de ce côté-là, encore une fois, je suis à votre disposition. Nous sommes à votre disposition. Bon, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Bon, alors. Écoutez, merci de votre attention. Un grand merci, M. l'abbé, d'être venu nous entretenir ce soir.